Il est midi 3, j'avais dit midi 2. Donc nous voilà partis pour nos 12e midi circulaires et la thématique, la déconstruction. On a pu échanger, pour celles et ceux qui n'étaient pas encore connectés, on a pu échanger sur le fait que la déconstruction, c'était pas si évident que ça, notamment pour les marchés publics. Et donc on va en rediscuter. Et en tout cas, pour ce sujet, merci beaucoup à Olivier Ponty d'Ambiente et merci beaucoup à Charlie d'Hydre. Ils se présenteront tout à l'heure. Alors, je vais laisser la parole à Olivier. Et avant tout, on peut tous collectivement lui souhaiter un très joyeux anniversaire parce que c'est les 10 ans d'Ambiente et il y a 2 jours, c'était l'anniversaire d'Olivier. Donc, joyeux anniversaire, Olivier. Et c'est à toi. Merci, je te remercie. Je m'en souviendrai quand ça sera ton tour. Merci bien. Donc, effectivement, le fait le plus important, c'est qu'Ambiente fête ses 10 ans. C'est pour ça que je suis rayonnant, hein. Vous voyez, je suis un peu surexposé, je suis navré, mais j'y peux rien. Donc, je vous parlerai en faisant la transition avec Charlie de Ambiente, Corrido, Fédérec, pour faire un peu le lien. Mais aujourd'hui, j'ai commencé donc en parlant de la déconstruction et surtout du côté réglementaire. Qu'est-ce que nous a apporté la loi AGEC sur la déconstruction? Donc, la loi AGEC, je vous rappelle, c'est la loi anti-gaspi, économie circulaire. Donc, comme toute chose, il y a des plus et il y a des moins. Et pour éviter de plomber l'ambiance, on va commencer par les plus. On verra les moins ensuite. Donc déjà, une des choses fondamentales qui compte pour la déconstruction, c'est l'évolution du diagnostic déchets. Donc le diagnostic déchets qui fête aussi ses 10 ans, qui était pas ou peu utilisé, et parce que peut-être qu'il ne répondait pas à des attentes, il était soit mal fait, donc ça c'était un premier problème, c'est-à-dire les gens qui le faisaient n'étaient pas forcément tous formés comme il le fallait, et puis en plus il avait des résultats qui ne donnaient pas beaucoup de valeur ajoutée au projet, puisqu'il donnait une décomposition entre les tonnes d'inertes, les tonnes de déchets non dangereux et les tonnes de déchets dangereux, qui allaient être générées par cette déconstruction. Alors, certains diagnostiqueurs allaient plus loin en donnant vraiment des détails par filière, par tout ça, donner des traces justement de filières d'évacuation avec des emplacements et tout. Mais ceux qui ne le faisaient pas n'en ont pas eu de problème. Et alors, derrière le récollement, c'est-à-dire vraiment la vérification entre ce qui était prévu et ce qui se faisait vraiment, c'est pour ainsi dire presque jamais fait. Il y avait quelques récollements qui étaient envoyés à l'ADEME, puisque c'est eux qui centralisaient, mais ce n'était pas analysé, il n'y avait pas de confrontation. Aujourd'hui, on passe vers le diagnostic PMD, qui était sa première appellation, et qui, en cours de mise en place du décret, est passé à PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que les déchets, ça passe en dernier, et avant, on essaye de voir d'autres choses. Donc ce diagnostic PEMD, son premier boulot, ça va être d'identifier ce qui est réemployable. Donc, je rappelle, réemployable, ça veut dire qu'il ne va pas être un déchet. On va le prendre comme un matériau et donc il ne va pas rentrer dans la catégorie déchet. Et donc, il sera pris et on le prendra comme matériau pour le même usage. Ensuite, alors, ça peut être sur le même usage, sur le même lieu ou sur un autre lieu. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait le bilan du réemployable, on passe à ce moment-là dans la phase réutilisation, valorisation, recyclage. Et puis, pour ce que vraiment on ne peut rien faire, l'enfouissement ou l'incinération. Donc, ça, c'est essentiel. Il y a des chiffres qui vont avec, puisque dans le DIAC PEMD et dans d'autres textes de la loi AGEC, il est fixé un objectif de 5% de réemploi. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a des objectifs et qui s'appliquent de manière forte à tout le domaine public. Et on sait que le domaine public est le moteur et qu'après, le domaine privé, alors soit les gens le font par conviction propre, mais généralement, le privé suit lorsque le public a bien lancé la démarche. Donc voilà, cette première chose, ça va être vraiment l'évolution du DIAC déchets vers le diagnostic PEMD, application au 1er janvier 2022. Initialement, c'était au 1er juillet 2021, sauf que tous les textes, ils sont sortis quelques jours avant. Et puis, il manque aussi peut-être les diagnostiqueurs, parce qu'il va falloir que les diagnostiqueurs
les existants évoluent et que justement, il y a une formation là-dessus. On en parlera éventuellement plus tard dans les questions. Ne pas confondre le diagnostic PEMD avec le diag ressources. Le diag PEMD est obligatoire et il donne effectivement, donc ce que j'ai dit, la décomposition entre ce qui est réemployable et les différentes manières de traiter les déchets. Le diag ressources, lui, s'applique essentiellement aux réemployables et fouille vraiment pour donner un outil de travail au maître d'ouvrage et à l'AMO économie circulaire, qui généralement doit du coup arriver aussi, pour se dire et se positionner si les matériaux identifiés passent à réellement réemployables, parce que pour que ça soit réemployable, il faut s'assurer que ça soit conforme réglementairement, analyser l'historique du produit, vérifier comment on pourra le déconstruire, que économiquement, que globalement, ça soit intéressant. Donc, c'est tout à fait un autre travail. Et des fois, il y a l'amalgame, et j'appuie là-dessus parce qu'il ne doit pas y avoir amalgame. Un diag PEMD et un diag ressources, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, ça, c'était le premier des plus. Les autres plus, c'est donc son caractère obligatoire, donc j'ai dit, et la traçabilité renforcée pour tous les déchets traités. Il n'a pas manqué à certains peut-être de croiser un reportage dimanche soir sur une chaîne privée concernant les… Alors, je ne sais plus quel était le titre, l'arnaque des déchets, ou enfin bon, comme quoi c'était n'importe quoi. Et moi-même, j'ai été sidéré de certaines choses que j'ai vues, entre autres sur la collecte. La collecte par des petits camions qui viennent chez des gens, prennent des déchets et disent « Ouais, non, mais c'est bon, je vais les traiter conformément. » Donc ça, demain, ça va être beaucoup, beaucoup renforcé. Vraiment, la traçabilité est quelque chose qui est obligatoire. Donc, ça n'empêchera pas les gens qui travaillent au noir de continuer à faire n'importe quoi, mais en tout cas, ceux qui produisent des déchets, je pense qu'il va y avoir une communication de fond qui va leur permettre de savoir que quand même, un déchet doit vraiment être tracé et que pour ça, il y a des écrits, il y a des bordereaux, il y a des CERFA, et il y a une vraie traçabilité qui est due. Donc ça, c'est quand même un plus. Donc ça va éviter sûrement, du moins tout le monde l'espère, ça va permettre de réduire les déchetteries, les déchets sauvages, quoique là aussi, comme je vous ai dit, c'est souvent aussi lié à un état d'esprit, mais ça va permettre quand même d'aller plus loin dans le traitement des déchets, parce que dans une des parties de ce reportage, on voyait que certains déchets qui devaient partir vers du bois ou des choses comme ça, ou du carton, ne partaient pas vraiment vers du bois ou du carton. Donc je pense que ça va permettre, ça va être une contrainte complémentaire, qui est une contrainte, mais qui est nécessaire pour que tout le monde puisse évoluer. Donc il y a les textes, et puis dans le cadre de la REP, responsabilité élargie aux producteurs liés au bâtiment, il va y avoir une traçabilité renforcée également avec un des organismes qui se met en place, qui s'appelle EMAT, donc qui est toute une démarche de réflexion. Ça ne se mettra pas en place dès l'année prochaine, mais c'est une démarche de réflexion de fond pour qu'il y ait une uniformisation, une numérisation et du coup, même si c'est une contrainte, une simplification globale de la traçabilité pour qu'elle soit plus effective. Et puis, en dernier, il va y avoir le tri à la source, alors qui va être imposé avec le tri 7 flux. Alors ça peut être un moins, parce que chez les entreprises, c'est sûr que ça va être pas simple à organiser. Mais si on en reste sur le but d'améliorer le tri, c'est sûr que c'est plus simple de valoriser quelque chose qui n'est pas mélangé que d'aller trier des choses mélangées pour les rendre recyclables, surtout dans le déchet du bâtiment, où on sait que la poussière de plâtre, la poussière de polystyrène sont les grands ennemis des bennes. Donc, c'est sûr que le tri à la source va aider à l'amélioration du tri et donc à la recyclabilité, j'ai réussi à le dire du premier coup, des matériaux. Bon. Donc, je vous rappelle que dans les 7 flux, il y a le métal. Bon, ça se fait depuis longtemps. L'inerte aussi. Je reviendrai à la qualité du tri. Il y a le plâtre, il y a le verre plat. Bon, ça, c'est quand même une difficulté parce que sur les chantiers, je ne suis pas sûr qu'il y ait la possibilité de faire du verre plat. Il y a les isolants, il y a le bois et bien sûr, j'en ai oublié un parce que j'ai 17 et j'en ai oublié un. Il me reviendra un petit peu plus tard. Ce que je veux dire, c'est que il est important de prendre en compte que dans ce tri à la source, la qualité du tri va être aussi très importante.
Et c'est pour ça que ça peut devenir un moins, parce que l'exigence va être vraiment très forte. On peut passer à la slide suivante. Avec les moins, alors c'est pas moi qui touche la slide. Voilà, merci. Ah non, là, on est allé trop loin. Merci. Voilà. Donc, pour faire le lien quand même sur ce tri, cette flux, effectivement, une exigence très importante. Et en déconstruction, quelle est l'incidence? C'est que, par exemple, la benne de plâtre, quand on dit une benne de plâtre, c'est une benne avec des plaques de plâtre. Sauf que lorsqu'on déconstruit, on déconstruit un complexe d'isolant, il y a une plaque de plâtre et derrière, il y a une laine de verre ou, encore pire, un polystyrène ou un polyuréthane collé. Lorsqu'on défait une toiture avec une étanchéité, il y a la fibre, il y a le complexe d'étanchéité avec dessous l'isolant qui est une laine de verre ou une laine de roche. Donc tout ça, normalement, les bennes, en tout cas les éco-organismes qui vont gérer tout ça, vont avoir des cahiers des charges où ces matériaux doivent être séparés. Et donc, c'est des choses qui vont quand même pas être qu'une évolution, mais une révolution, parce que ça ne va pas se séparer tout seul. Et depuis des années, quand même, ça a été très compliqué d'essayer de le mettre en place. Malgré tout, donc, dans les moins, ce que j'ai pu aborder dans les moins, c'est cette REP, donc responsabilité élargie aux producteurs, qui va être une révolution culturelle en très peu de temps. Donc, pourquoi c'est un moins? Parce que la REP PMCB, ça va gérer 46 millions de tonnes de déchets. Il faut savoir que les REP existantes, elles en gèrent 16 millions. Donc, on est en train de créer un machin qui va gérer 3 fois plus de tonnes et dans un temps minime. Donc, il risque d'y avoir quand même des mises au point un peu complexes et un peu longues. Donc, malgré tout, ça va se mettre en place. Pas au 1er janvier 2022 comme c'est prévu, parce qu'à aujourd'hui, avec le retard pris par le législateur, c'est impossible. Mais bon, il a échappé à personne qu'il y avait une petite élection l'année prochaine. Donc, avant mai 2022, il y a quelque chose qui se fera. Et derrière, je pense qu'il y aura entre 6 mois et 1 an de mise en place concrète de la REP, au minimum. En attendant, sur les chantiers, entre autres de déconstruction, il va y avoir donc des nouvelles contraintes et puis l'arrivée d'un nouvel intervenant qui va s'appeler un éco-organisme. On verra, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on verra s'il rentre en opérationnel ou en financier, c'est-à-dire vraiment en interlocuteur qui prend la main sur tout ou qui laisse les relations existantes entre les entreprises de déconstruction et les gestionnaires de déchets. Mais en tout cas, il y aura un nouvel interlocuteur avec des cahiers des charges très, très contraignants. Le deuxième moins possible, c'est l'opposition entre le recyclage et le réemploi. Pour moi, c'est un vrai sujet parce que c'est vrai que la REP va amener que, entre autres, les déchets vont être gratuits s'ils sont convenablement triés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un démolisseur, un déconstructeur, il peut être amené à, par exemple, bien enlever la porte, bien enlever la fenêtre, bien enlever l'isolant, le mettre dans la benne, et tout ça, ça lui coûte 0. Et en face, il va y avoir, et donc pour le maître d'ouvrage, il va avoir le traitement de ces déchets qui sont 0. Et de l'autre côté, s'il fait du réemploi, dans les deux cas, il aura fait son diagnostic PEMD, on a vu tout à l'heure, mais s'il veut rentrer dans le réemploi, il va falloir qu'il fasse un diag ressources en plus, qui n'est pas gratuit. Généralement, comme il n'est pas sachant, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre non plus, il va prendre une AMO économie circulaire, donc quelques honoraires en plus. Et aux entreprises de déconstruction, il va falloir qu'il leur demande de déposer très proprement, conditionner, palettiser, voilà. Il va falloir étiqueter, stocker, tracer, pour qu'ensuite, ça soit identifié, éventuellement, comment dire, approprié ou remis en conformité pour être vraiment réemployé. Donc tout ça, c'est une chaîne de coûts qui sont conséquents quand ils s'accumulent. Et pour moi, il y a une vraie réflexion à avoir. Est-ce que demain, le recyclage qui est vertueux en lui-même ne va pas être un peu le poison du réemploi parce que ça va y avoir une différence de coût conséquente. Ça, c'est si on reste bien sûr sur un côté purement financier. Le réemploi, si on regarde le bilan carbone, là par contre, tout explose, tout est pour le réemploi. Et donc, je pense que une des manières de pousser le réemploi de manière très importante, c'est de vraiment réfléchir
bilan, cycle de vie du produit et du bâtiment et bilan carbone, empreinte carbone, que financier, car si les maîtres d'ouvrage en restent que sur le financier, le réemploi va beaucoup souffrir. Le manque de maturité industrielle pour absorber les MPIR. MPIR, matières premières issues du recyclage. Donc, comme je vous ai dit, on va traiter en amont, donc on va avoir de plus en plus de matières à recycler. Donc ça, c'est très bien. Sauf qu'on l'a vécu depuis que la REP sur les DEA s'est mise en place, les déchets d'ameublement. On a généré beaucoup, beaucoup plus de bois, mais tellement qu'on ne savait plus quoi en faire, et les industriels du recyclage ne savaient plus les prendre. Donc, c'était magnifique. On les mettait dans des grands bateaux et on les envoyait en Suède. Je ne vous donne pas le bilan carbone. Ou carrément, à certains moments, on les a carrément enfouis dans des centres d'enfouissement, comme du refus de tri. Donc, il faudrait éviter ça. Le problème, c'est que démolir une usine, ça prend 1 an. En construire une, ça en prend 5. Donc, il y a une vraie réflexion, là, je dirais, à mon goût, gouvernementale. Alors, il y a des choses qui se font. Hein. Dans le plan de relance, il y a des choses importantes qui se font. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, sauf qu'entre les 5 ans ou les 4 ans pour refaire l'usine et les quantités de tri qui vont débouler dès 2023, je pense qu'il va y avoir un petit hiatus. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut développer le réemploi. Et la hausse globale des coûts, oui, aujourd'hui, beaucoup de communication sur le fait que c'est bon, les déchets vont être gratuits. Et donc, les maîtres d'ouvrage, ils se disent, réflexe, mon compte prorata, il va passer de 1,5 ou 2 à 0,5. Je suis navré, non, pas que. Bon, déjà, il y a vous savez que pour qu'une REP fonctionne, il faut une écotaxe. Donc, il est prévu que les produits donc, du bâtiment aient une hausse. Cette hausse est estimée entre 3 et 5% sur le coût des matériaux. De toute façon, d'une façon globale, il est prévu que la REP coûte 2 à 3 milliards par an de surcoût par rapport à aujourd'hui. Donc, il va bien falloir que quelqu'un les paye, ces coûts. Et donc, voilà, je pense que globalement, il va y avoir une hausse des coûts. Les maîtres d'ouvrage, de toute façon, s'ils retranscrivent tous ces coûts par rapport soit au surcoût de démolition ou au surcoût de construction, au bout, c'est le bilan de l'immobilier qui va en pâtir. Et peut-être que les preneurs d'immobilier, aujourd'hui, c'est-à-dire les locataires ou futurs propriétaires, ne sont pas préparés à avoir des produits qui coûtent plus cher. Donc, à un moment, je pense aussi qu'il risque d'avoir un effet qui se coule, qui va être un petit peu compliqué à la fin de l'année prochaine, quand les entreprises de bâtiments vont faire leur compte et certaines vont avoir, je pense, des petits problèmes pour boucler leur année. Slide suivante. Alors, donc quand elle arrive, je suis preneur, mais je peux vous dire ce qu'il va y avoir dessus. Voilà, et si c'était l'heure de gloire du lot zéro pour les déchets. Donc, le lot zéro, Quesaco, c'est simple, c'est le fameux lot chimère dont on aimerait la naissance. C'est un lot où on confie les déchets et plus largement peut-être la gestion des bungalows, la clôture, les alimentations du chantier. Donc, tous les trucs qui ennuient là, et qu'on ne sait pas quoi faire, dans un lot spécifique. Donc, moi, ce que je vais vous parler rapidement, c'est le lot zéro si on faisait du déchet. C'est possible. Chez Ambiante, on l'a fait. On a eu une expérience de chantier où on a créé un lot zéro. Ce n'est pas simple du tout. Ce n'est pas du tout un rêve. Alors, voilà, c'est possible, mais ça modifie aussi profondément le fonctionnement des entreprises parce que ça les responsabilise différemment. Et surtout, il faut un maître d'ouvrage très déterminé. Parce qu'une des premières choses, c'est d'accepter que le fonctionnement va être différent, c'est d'accepter que les entreprises vont râler parce que les entreprises qui vont construire ou déconstruire, parce que ça ne va pas se passer comme elles ont l'habitude, et surtout, il va falloir qu'il accepte de modifier son CCAP, parce que là, il n'est plus question de dire « si les bennes ne sont pas propres, on va dire que ce n'est pas bien », il est question de mettre des amendes et conséquentes, parce que malheureusement, il n'y a que l'atteinte au porte-monnaie qui fait que ça fonctionne. Donc, c'est peut-être possible. J'en entends de plus en plus parler suite à la REP et tout et aux interrogations, en se disant ça va être tellement compliqué avec la REP que vraiment on va mettre un lot zéro. C'est pas aussi simple qu'il y paraît. Et surtout, les prestataires de déchets, en plus, ils ne sont pas prêts parce qu'il faut qu'ils rentrent dans la démarche d'un lot. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'engagent
sur un quasi-forfait de gestion des déchets. C'est-à-dire qu'ils étudient le bâtiment ou le produit, qu'ils recherchent quelle solution pour pouvoir quand même être un minimum forfaitaire. Et donc, pour ça, il faut des règles très, très claires. Comment on gère, par exemple, les autres chantiers qui amènent les déchets sur le chantier considéré, comment on fait quand, justement, le tri est mal fait. Enfin, il y a tout un tas de choses. Il y a des solutions à tout, hein, mais ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Et aujourd'hui, ça se fait surtout dans le neuf, hein. Nous, les expériences qu'on a vécues, c'était dans le neuf. Mais pourquoi pas en démolition? De toute façon, je pense que quelque part, ça serait plus simple à mettre en place en démolition et donc en déconstruction que dans le neuf, où il y a quand même beaucoup plus d'intervenants et où donc le sujet est moins simple à gérer. Mais là, je suppose qu'il y aura quelques questions et j'y répondrai tout à l'heure. La slide suivante. Donc, dans le suivant, donc, c'est l'éclosion du lot réemploi. On peut toujours rêver, oui, parce que quitte à créer des lots avec des acteurs complets, à aujourd'hui, le réemploi, on est d'accord que le préalable du réemploi, c'est le diag ressources, l'AMO économie circulaire, le CCAP modifié, du coup, parce que, et une pilotage et coordination de ce lot, parce qu'il arrive quand même dans un milieu complexe. Comme on a dit, il ne faut pas que ça soit un déchet, donc il arrive tôt, mais il ne faut pas qu'il arrive trop tôt non plus, parce qu'il faut éventuellement qu'on ait des amiantés, parce qu'il y a des choses réemployables qui peuvent être à proximité. C'est sûr que si ça touche de l'amiante, ça ne marche plus, mais ça peut être à proximité ou dans un milieu où il y a des choses amiantées, donc il faut faire attention. Donc il y a un nécessaire pilotage pour que les actions de déconstruction, d'accessibilité au désamiantage, le désamiantage, la dépose pour le réemploi. Bon, là, il y a un pilotage qui commence à être beaucoup plus fin. Et puis, le réemploi, on le voit sur les expériences que vous avez pu avoir, mais Charlie en parlera beaucoup mieux que moi. Ça demande quand même une formation des entreprises, parce que les entreprises de déconstruction-démolition ne vont pas naturellement tout de suite sur le réemploi. Elles ne savent pas forcément bien faire, bien déposer proprement. Il faut penser au marquage, au colisage, à l'entreposage. Tout ça, c'est décrit dans les CCTP, mais ce n'est pas parce que c'est écrit que ça se fait. Et donc, il y a un accompagnement des maîtres d'œuvre ou des AMO sur le chantier qui est beaucoup plus importante. Et moi, la seule chose que je peux dire aux maîtres d'ouvrage, c'est vous ne trompez pas de par qui vous vous faites accompagner, parce qu'une opération qui peut être vertueuse sur le papier peut devenir une catastrophe si elle n'est pas gérée par des bons professionnels. Et au début, une fois que ça sera devenu une habitude, une routine, ça sera bien. Mais sur les premières expériences, je pense qu'il ne faut pas se tromper par qui vous accompagne. Puis après, dans le réemploi, ce qui sera toujours, pour l'instant, à l'ordre du jour, c'est les questions de responsabilité et d'acceptation, parce que les assureurs, ils font des progrès, les bureaux de contrôle, ils font des progrès, mais enfin, ils ne signent pas non plus tout de suite des décennales sur des produits en réemploi. Donc, quand c'est du faux plafond, j'allais dire, ou du faux plancher, non, parce que le faux plancher, ce n'est pas si évident, mais certains produits de ce compte-œuvre, c'est assez simple. Dès qu'on rentre dans des éléments qui peuvent avoir une conséquence structurelle ou sur du fonctionnement, ça devient encore un petit peu compliqué et ça ne se résout pas tout seul. Pour autant, le réemploi, il y a vraiment une démarche globale qui est de savoir aller récupérer ces éléments, aider à ce que ça soit bien déposé, savoir bien les conditionner, s'occuper de les remettre soit dans le futur projet sur place, soit sur un autre projet externalisé. Et ça, en participant à la dépose, ça peut être une réflexion sur un lot, sans faire de publicité. Il y a par exemple Réavis sur Paris, qui est de plus en plus à travailler sur une prestation complète, et donc l'équivalence d'un lot concernant le réemploi. Voilà, je pense que j'ai largement rempli mon quart d'heure, donc je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à Charlie. Donc oui, ambiante, on est un bureau d'études spécialisé en démolition, en déconstruction, en dépollution, un peu tout ce que je vous ai dit, de l'AMO à la maîtrise d'œuvre, et puis on fait tous les diagnostics. Je vous ai mis les liens éventuels, vous pouvez aller voir notre site. On a 10 ans, ça vous l'avez tous compris. Et où je voulais faire le lien par rapport à mon discours, c'est que j'ai la chance de ne pas m'occuper que de prestations intellectuelles,
mais j'ai aussi une entreprise qui collecte du déchet. Donc, je veux dire, la réalité du déchet, je la connais, et que du déchet de chantier. Donc, c'est-à-dire que ces problématiques de déchets, je les connais pas que de manière théorique. Et donc, du coup, je travaille aussi chez FEDEREC, qui est la fédération des entreprises du recyclage. À ce titre, je m'occupe de FEDEREC BTP, et c'est pour ça que j'ai quelques connaissances sur ce qui se passe sur la REP PMCB, et où je peux vous dire qu'on n'est pas, pour faire simple, on n'est pas sorti de l'auberge. Malgré tout, Ambiante est actionnaire, enfin, pas actionnaire, bon, quel vilain mot, est administrateur de Hydre, et donc on connaît bien Hydre et on travaille bien avec eux. Et donc, j'ai la joie de passer la main à Charlie, qui va faire tous les compléments de ce que j'ai mal dit. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Charlie, c'est à toi. Merci. Ah, on ne t'entend plus, Olivier. Le micro est coupé. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, merci Olivier pour l'introduction. Ça resitue bien les enjeux généraux. Du coup, moi, je vais plus parler effectivement de dépose soignée et nécessairement de réemploi, parce qu'on ne peut pas faire de la dépose soignée sans se préoccuper justement de ce qu'on va faire des matériaux. Donc, des démarches qu'on réalise chez Hydre pour interprofessionnalité, construction et réemploi. On peut passer à la suivante. Le préalable à toute opération, Olivier, on en a un peu parlé, c'est une étude ressources. Je pense que c'est important de resituer les enjeux. Alors, peut-être qu'on rabâche un petit peu avec ça, mais c'est clairement le préalable à toute opération où on veut faire de la dépose soignée et du réemploi. Olivier a bien montré dans l'approche contextuelle, réglementaire, à la mise en place de la REP, etc., que clairement, le réemploi, ça va pas, la dépose soignée et le réemploi ne vont pas être une obligation. L'obligation, elle va porter sur la gestion intelligente des déchets, à savoir la généralisation du recyclage, la mise en place du DIAC PEMD pour les bâtiments de plus de 1000 m², le tri 7 flux avec quand même un certain nombre d'exceptions, notamment sur les chantiers où il n'y a pas la place de gérer 7 flux en centre-ville, et même périmètre que le DIAC du PEMD, donc chantier de plus de 1000 m². Ce qui fait qu'on a quand même également tout un champ de bâtiments et d'opérations qui sont hors du DIAC PEMD, du tri 7 flux, etc., avec toutes les exceptions qui vont bien. Donc derrière, aujourd'hui, ça positionne clairement que le fait de faire du réemploi, c'est une démarche quand même volontariste qui sera favorisée par la RE 2020 qui prendra en compte le fait de faire du réemploi. Donc, idem pour la question de la déconstruction. Donc, ça commence par engager une étude de ressources le plus en amont possible. Clairement, les enjeux, c'est d'avoir un document très clair et attractif pour que la maîtrise d'œuvre du projet, s'il y a une réhabilitation ou une reconstruction, puisse se saisir des matériaux et des ressources en présence. Et même chose pour les potentiels projets récepteurs de ressources. Donc, une description précise des produits, matériaux, équipements, aménagements considérés comme réemployables. Donc là, on voit bien le chaînage avec le DIAC PEMD qui peut avoir été réalisé préalablement, qui identifie quels sont les matériaux potentiellement réemployables. Derrière, dans l'étude ressources, on rentre dans une description technique précise avec une description des contraintes techniques de dépose, une description des prix équivalents neufs de matériaux, de manière à préparer une analyse économique de la chose. Et l'objet, c'est d'avoir un réel outil d'aide à la décision qui soit le point de départ de la définition d'une stratégie de déconstruction réemploi, qui doit être par ailleurs piloté soit par le maître d'ouvrage, soit par un AMO en fonction des compétences en présence. Concrètement, chez Hydre, je dis chez Hydre, pour le coup, on mène un travail de fond sur le contenu des études ressources, leur présentation. On travaillait avec ça au sein d'un collège de prestataires, parmi lesquels Ambiante, Nobatec ou Pachama. Ça se traduit par un rapport de synthèse, justement, qui se veut très synthétique pour pouvoir communiquer facilement sur les ressources les plus intéressantes à déposer soigneusement, un tableau de décompte général qui est le point de départ de l'analyse technico-économique de l'opération et de fiches matériaux. On peut passer à la suite. Là, on a une illustration de à quoi peuvent ressembler le tableau de décompte général et des fiches matériaux.
Donc ça montre un peu aussi le type de travail qui est réalisé. C'est effectivement un travail qui est long, qui permet de mettre en valeur des matériaux et de faire une analyse technique. En haut, vous avez des exemples de fiches. J'ai mis volontairement le sommaire pour montrer que justement une étude ressources, ça ne se limite pas aux produits, équipements, matériaux. On l'étend également au végétal. C'est un aspect extrêmement important parce que finalement, un chantier, c'est aussi des espaces verts dans lesquels il y a des arbres. Et donc, avoir cette information en état des lieux des ressources existantes, ça permet soit d'envisager des moyens de garder les arbres et les végétaux directement sur le site, soit de déplacer, replanter certains végétaux, et lorsque ce n'est pas possible, quand on a des arbres adultes, par exemple, d'envisager des opérations de valorisation du végétal. Et on voit bien l'analyse finalement par l'eau qui permet aussi à n'importe quelle maîtrise d'œuvre de se saisir de l'ensemble des équipements. Et puis derrière, un petit exemple de tableau de description générale, où là, c'est les 2 premières lignes du tableau, mais on a exactement la même chose pour l'ensemble des choses. Et tout ça accompagné d'un rapport de synthèse. Voilà pour le préalable à engager une démarche de déconstruction, finalement, puisque avant de déconstruire, il faut savoir ce qu'il y a en présence. Et anticiper la dépose, derrière, ça demande de se poser des questions. Pourquoi on dépose? Pour qui on dépose? C'est-à-dire qu'on est obligé de parler de réemploi à un moment donné avant d'envisager des opérations de dépose soignée. Et à quel prix? Là, on revient sur les questions d'engagement de la maîtrise d'ouvrage, sachant que l'objectif, globalement, ça va être d'équilibrer économiquement une opération. On peut réussir à faire des choses qui restent à peu près à l'équilibre, mais ça dépend aussi de la stratégie du maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il faut déterminer les usages futurs de chacun des matériaux réemployables qui ont été identifiés dans l'étude de ressources. Est-ce qu'on fait du réemploi ou détournement in situ? Est-ce qu'on fait du réemploi ex situ? Le réemploi ex situ, est-ce qu'il se situe dans le patrimoine de la maîtrise d'ouvrage? Est-ce qu'on fait de la revente? Si on fait de la revente, ça peut être du magasin temporaire en pied de chantier, ça peut être une brocante, on peut gérer des opérations de pré-vente. Ça peut aussi être du don, de manière justement à favoriser la structure de la filière et l'émergence des acteurs comme par exemple les compagnons bâtisseurs à Bordeaux en ce qui concerne notre territoire, en ce qui nous concerne le projet de centre ressources sur Pau, idem pour Pachama sur la côte, les acteurs qui se positionnent vraiment sur des actions et le montage de recycleries et d'activités de réemploi. Et puis derrière, on fait l'aller-retour entre la détermination des usages futurs et l'analyse économique des opérations de dépôt soigné et de remise en circulation. Et c'est finalement en faisant des allers-retours en fonction de manière à pouvoir chiffrer les choix qui sont opérés pour la définition de la stratégie de réemploi du maître d'ouvrage. Faire du don ou organiser des opérations de vente, ça n'a pas le même impact économique. Et donc, ça, c'est clairement des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi, sauf si la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre est dotée de ces compétences. Un petit peu pour la démarche générale, mais qui est absolument nécessaire pour pouvoir se poser la question de qu'est-ce qu'on dépose et comment. Il faut dans le même temps identifier son écosystème. Là, j'ai réutilisé la carte des acteurs du réemploi qu'avait produit ATIS, donc Association Territoire d'Innovation Sociale, donc principalement des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font de la remise en état de matériaux et qui gèrent des recycleries pour remettre en circulation des matériaux. Parmi eux, Pachama et les compagnons bâtisseurs qui se mettent à faire de la déconstruction. Pachama, c'est leur premier métier. Quand je dis de la déconstruction, on s'entend juste de la dépose soignée en vue du réemploi. Donc, on travaille, ça demande, c'est un autre métier, la dépose soignée. Ça demande d'utiliser un outillage spécifique, ça demande de faire travailler des personnes sur le chantier. On utilise peu de moyens mécaniques lourds. Donc, c'est surtout des petites mains et des compétences qui permettent de déposer soigneusement pour réemployer derrière.
Donc, Pachama, c'est leur cœur de métier, c'est comme ça qu'ils se sont créés. Les compagnons bâtisseurs, aujourd'hui, ils ont vocation à développer largement cette activité de dépose soignée. Ça commence aujourd'hui avec leur atelier chantier d'insertion à Bordeaux, et Hydre a vocation à former l'ensemble des équipes des compagnons bâtisseurs qui fonctionnent sous forme d'atelier chantier d'insertion sur la Nouvelle-Aquitaine, avec y compris l'objectif dans le cadre de notre projet de centre ressources de la création d'un nouvel atelier chantier d'insertion qui opérera sur la zone béarnaise, sur la dépose soignée et sur la gestion de la recyclerie qui fera également partie du projet de centre ressources. Après, on a évidemment parfois des entreprises de démolition ou du bâtiment qui, moi je ne connais pas l'écosystème régional dans son ensemble, mais qui sont de bonne volonté, qui ont envie de faire évoluer leur métier et leurs moyens et leurs compétences. C'est clairement pas tous, c'est quelque chose de compliqué comme évolution parce que ça demande de travailler très différemment, de se former, de changer d'outils, de changer de méthode de travail, de chiffrage. Donc, ça demande autant de former les personnes qui sont en gestion d'opérations, en chiffrage, que les personnes qui sont sur le chantier. En fait, c'est d'où le fait qu'il y ait aussi besoin qu'il y ait des structures émergentes qui n'ont pas les mêmes méthodes de travail pour se saisir de ce sujet, sachant que vu les enjeux en matière de création d'emplois, clairement, il n'y a pas une solution. Il y a de la place pour tout le monde si on a justement des maîtrises d'ouvrage volontaristes qui tirent les choses vers le haut et qui demandent à ce qu'on fasse de la dépose soignée des matériaux. On a du travail à créer. On avait vu déjà, il y avait déjà des chiffres sur la question du nombre d'emplois entre déconstruire pour orienter vers des filières de recyclage et démolir. L'échelle, c'était de l'ordre de 1 à 3, il me semble. Olivier doit mieux connaître ces chiffres que moi. Il me semble que l'échelle en matière de temps passé, sur donc ce qui concerne notamment tous les matériaux de seconde œuvre, équipements, aménagements, etc., là, on est sur une échelle de 1 à 10 si on veut déposer soigneusement les choses et faire du réemploi. Une menuiserie extérieure, ça met 4 heures à déposer, voire 6 en fonction du type de menuiserie pour récupérer le bâti, etc. Donc, à un moment donné, il y a du travail à tout le monde. Derrière, on revient à la question précédente du modèle économique et de comment on se positionne pour financer tout ça, sachant que pour le resituer dans le contexte, le DIAC PEMD, l'étude ressources et la mise en place d'une démarche de réemploi, elle n'est pas obligatoire. C'est des choses qui sont non obligatoires réglementairement, mais qui, quelque part, le sont législativement si on s'en tient à l'évolution du Code de l'environnement en 2010, avec la mise en place de la hiérarchie des modes de traitement, et si on se tient aussi au fait que le maître d'ouvrage n'importe quelle personne physique en fait est responsable de ce qu'il détient et de ce qui part derrière, soit en déchets, soit en réemploi, réutilisation, etc., avec la question de la hiérarchie des modes de traitement et derrière la possibilité de mettre des moyens pour respecter cette hiérarchie et faire les choses de manière logique finalement, avec des gros enjeux de structuration de filières, de micro-filières, puisque aujourd'hui on voit bien qu'on a quand même une carte et encore là, c'est qu'une carte des acteurs du réemploi, des personnes en capacité d'effectuer des opérations de dépose. Mais en matière de structuration de filières, il y a les enjeux des professions intellectuelles à former. C'est-à-dire que sur une opération, il faut qu'à un moment donné, l'architecte, l'économiste, l'OPC, tous les acteurs de l'opération soient formés de manière à pouvoir travailler sur la question de la déconstruction et du réemploi. On a des enjeux de mise en place de micro-filières, de remise en état, etc. Et on a du pain sur la planche. Voilà, on passe à la suite. Oui, et on va aller vite pour la suite. Je vais essayer d'aller vite. Je sais que je dois un peu compresser, mais il me restait peu de temps. Derrière la suite de la démarche, justement, on a commencé à parler un peu de l'eau zéro, etc. C'est de dire à partir du moment où on a identifié où vont aller les matériaux, est-ce qu'on est sur des réemplois in situ ou du réemploi ex situ, on va pouvoir envisager des modalités de dépose
Et là, quelque part, elles sont multiples. C'est-à-dire, si on fait du réemploi in situ, on va pouvoir envisager des modalités de dépose avec un lot zéro qui va tout gérer, mais ça peut être aussi la réception et la dépose des matériaux qui soient à la charge des entreprises qui vont reposer les matériaux. Il y a des expériences qui existent, ça marche très bien. Il faut organiser la réception de ces matériaux par les entreprises, mais ça peut simplifier finalement largement les opérations. J'ai mis également le ou effectué par le personnel de la maîtrise d'ouvrage parce que dans certains établissements, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, qui ne sont pas techniques, qui ne sont pas longues à déposer. Ça peut être des distributeurs de serviettes, du petit mobilier, ça peut être tout un tas de petites choses où là, finalement, il y a des établissements qui ont du personnel technique qui est en capacité d'effectuer ces opérations. Typiquement, si on a une remise en circulation dans le patrimoine du maître d'ouvrage ou une revente, c'est quelque chose qui participe aussi à avoir un bilan économique plus équilibré. Donc, ça montre bien à quel point il y a, avant de se dire qui dépose et comment, il faut savoir pourquoi. Et même chose si on fait du réemploi ex situ. On peut anticiper des préventes, il faut anticiper des préventes, la coordination de la revente, la gestion de la cession des matériaux en fonction de leur sortie, des espaces de stockage et de vente. Donc, tout ça, c'est le job qui doit être réalisé lors de la définition de la stratégie déconstruction réemploi. Ça peut être géré par un lot zéro qui assure la dépose soignée, la déconstruction, la tenue d'un magasin en pied de chantier, qui peut aussi organiser l'installation de chantier, puisque par nature, le lot zéro, il arrive en amont des opérations, c'est le premier à arriver. Donc, ça peut être un choix du maître d'ouvrage, justement, de manière à faciliter la structuration de certains acteurs sur leur territoire qui œuvrent au développement du réemploi, de la dépose soignée et du réemploi, que le lot zéro est à sa charge l'installation de chantier, de manière à avoir une installation de chantier qui soit prévue pour gérer justement la logistique nécessaire au stockage in situ et à la revente. Et puis, on peut aussi envisager d'autres possibilités où là, je n'ai pas d'exemples qui ont permis d'explorer ça, mais on se pose aussi la question à un moment donné de trouver des modalités pour avoir des chantiers de déconstruction entre guillemets bénévoles contre récupération qui demanderaient d'avoir un encadrement professionnel qui soit effectué de manière à faire les choses dans les règles, mais à un moment donné, on est aussi à un moment où il est intéressant d'explorer différentes modalités de dépôt soignée. Voilà pour ça, on peut passer à la suite. Aujourd'hui, en ce qui concerne la formation professionnelle opérationnelle à la dépose soignée, on en est encore au balbutiement. On a la chance chez Hydre d'avoir finalement une ADN qui vient de ses membres fondateurs, qui vient du chantier, donc de l'expérimentation et du développement de techniques de dépose, du développement du monitoring et finalement de la formalisation technique et pédagogique de techniques de dépose. Donc, on sait aujourd'hui proposer des formations pratiques sur la méthodologie, l'organisation de chantier, sur la dépose soignée de certains éléments très spécifiques, comme les plaques de plâtre, comme les revêtements de sol, parce que quand on parle par exemple de plancher en bois, languetté, cloué en fonction des types de poses, ça demande vraiment une compétence technique très spécifique. Et enfin, pour ce qui est prêt aujourd'hui, la question de la valorisation du végétal sur un chantier, puisque j'ai parlé tout à l'heure du fait d'intégrer le végétal dans l'étude de ressources. Quand on ne peut pas réemployer un arbre ou un végétal, mais qu'on souhaite le réutiliser, on peut le débiter sur chantier. Ça demande des compétences spécifiques si on n'a pas les volumes pour faire venir une scierie mobile. Et je fais aussi un petit détour par la formation technicien valoriste des ressources du bâtiment, qui est une formation longue qui s'adresse pour le coup vraiment à des opérateurs, alors plutôt initialement à des opérateurs de recyclerie. Il s'agit d'une formation sur 6 mois qui a été développée au départ par Noria SI avec la recyclerie L'Écrouvis, donc en Bretagne. Ils sont basés à Redon, c'est eux qui ont déposé le titre. C'est une formation qui est qualifiante. Aujourd'hui, il y a la Fédération des compagnoniques des métiers du bâtiment de Brive-la-Gaillarde qui se saisit également de cette formation. Donc, au sein de cette formation, on n'est pas sur une formation spécifique à la dépose soignée. Malgré tout, ça permet à des opérateurs d'acquérir une culture générale de l'identification des matériaux,
de leur tri, d'avoir quand même une idée des méthodes de dépose, etc. Nous, on va commencer à travailler avec Noria SI justement pour pouvoir développer cette formation en Sud-Aquitain dans les mois et peut-être années qui viennent parce qu'il y a du boulot. Et travailler également avec eux pour le développement de modules complémentaires à la formation TVRB qui soient des modules spécifiques de dépôt soigné, justement techniques, un petit peu dans la veine de ceux que j'ai évoqués précédemment. On peut passer à la suite. Pour finir, je vais vous présenter juste un petit retour d'expérience pour illustrer quand même les propos. C'était donc en 2020, l'association Hydre et Pachama, c'est une opération où le maître d'ouvrage, en l'occurrence, là, on est sur un petit promoteur privé de la Côte Basque, Manéo Habitat, qui a été réellement volontariste sur le sujet. On a 2 villas en maçonnerie de 375 mètres carrés. C'était à l'époque où Pachama n'avait ni local de stockage, ni rien. Ils avaient leurs mains, leurs outils et ils commençaient leur activité accompagnée par Hydre, justement, techniquement. Ils ont commencé comme ça leur activité, c'est-à-dire en faisant de la dépose soignée et en revendant grâce à de la prévente et sur des magasins en pied de chantier. En l'occurrence, sur ce projet, ça a donné environ 20 tonnes de matériaux qui ont été sauvés pour une valeur équivalente neuve de 50 000 €. Des portes en chaîne, du linteau en pierre, des portails d'entrée, du bois sculpté. Derrière, ça illustre bien le propos quand même sur la question du temps de travail. C'est 360 heures de travail. Effectivement, sur le modèle économique, si à un moment donné, on envisage de faire au moins pour une partie des matériaux de la vente, soit en pied de chantier, on réduit quand même significativement les coûts et on a des rentrées qui permettent aussi de payer de la main-d'œuvre qualifiée qui va faire le travail correctement. Et enfin, sur cette opération, on peut passer à la slide suivante. Il y a également la valorisation du végétal sur site qui a été expérimentée. C'est la formation dont je parlais tout à l'heure. En gros, quand on n'a pas les volumes pour faire venir une scierie mobile, il faut 10 à 15 cubes quand même pour faire venir une scierie mobile. Et quand on a des contraintes, par exemple, d'accès en ville, etc., c'est juste pas possible. Par contre, en l'occurrence, là, on avait un érable du Japon, des ifs, on avait du hêtre, du chêne, de l'acacia, du merisier, du tilleul, du Douglas. Tout ça, ça a été débité à la gruminette. Donc, en gros, c'est une tronçonneuse avec un guide qui, utilisé correctement, permet de faire du bois d'œuvre, des plateaux. C'est vrai qu'en ville, assez souvent, particulièrement en contexte urbain, mais on a quand même des essences rares qui sont amenées à être abattues. L'objectif, attention, c'est de dire en premier lieu, on essaye de garder nos arbres, mais s'ils doivent être amenés à abattus, à un moment donné, ne les utilisons pas en bois de chauffage. C'est exactement la même logique de priorisation que pour les produits, matériaux, équipements du bâtiment. En premier lieu, s'ils doivent être abattus, on les utilise pour faire quelque chose de noble parce qu'il s'agit de sujets nobles. Et donc là, même logique, ça a permis de créer 270 heures de travail qui a été financé par la revente des plateaux de bois. Merci beaucoup, Charlie. Alors, on va aller vite. Il y a eu quelques questions. Donc, on voit bien la complexité de la déconstruction. On voit que c'est utile. On voit que ça se met en place. On voit qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Charlie, Olivier, si vous n'êtes pas d'accord avec le résumé que je fais, n'hésitez pas à intervenir. On voit qu'il y a ce lot zéro qui devrait arriver, peut-être aider les choses, mais que c'est encore complexe. C'était le sens de vos propos, hein. Et concrètement, aujourd'hui, on a bien compris qu'il y avait un processus à bien suivre, savoir ce qu'on allait faire des matériaux, comment on allait les déposer, pour qui, quels matériaux on a à disposition. Donc ça, on l'a bien compris. Mais concrètement, on a un maître d'ouvrage qui veut déconstruire avec des idées derrière la tête. Comment il s'y prend? Est-ce qu'il fait appel à ce fameux BE économie circulaire? Comment fait-il?
Parce qu'on a l'impression que le maître d'ouvrage a plein de choses à faire quand même. L'élément de réponse, c'est oui, en premier lieu, particulièrement sur des opérations importantes. Alors, c'est en premier lieu faire une étude ressources. Quand je dis le plus en amont possible, pour moi, l'étude ressources, c'est une commande directe de la maîtrise d'ouvrage, y compris avant d'avoir consulté la maîtrise d'œuvre. C'est comme l'état des lieux de l'existant. À un moment donné, on fait pas une consultation de maîtrise d'œuvre quand on n'a pas de plan, quand on n'a pas de plan d'état des lieux, de manière à ce que la maîtrise d'œuvre puisse pouvoir envisager ce qu'il est possible de faire. Là, c'est exactement la même chose. Et en second lieu, il y a deux possibilités pour le positionnement de la MO réemploi. Soit on a affaire à une consultation, auquel cas le maître d'ouvrage demande à ce que ça fasse partie des compétences de l'équipe répondante à la consultation de maîtrise d'œuvre, soit il fait appel directement à un bureau d'études réemploi, déconstruction réemploi. Je sais que sur Bordeaux, il y a Airuse, Cancan qui effectue ce type de choses. Nous, aujourd'hui, sur Hydre, avec nos membres experts, finalement, c'est des choses qu'on réalise. J'avais cité Nobatech qui fait partie de nos membres. Aujourd'hui, on en fait un petit peu en interne. C'est pas notre vocation directe. On a plutôt vocation, quand on prend ce type de mission, à participer aussi au développement et au partage de savoir et savoir-faire avec l'ensemble de notre réseau de professionnels, justement. Et donc, ça peut être une autre posture du maître d'ouvrage que de choisir un AMO réemploi en direct qui lui permettra de travailler, y compris dès l'amont, sur l'étude ressources et le lancement de la démarche intégrée de déconstruction réemploi. Mais clairement, c'est une mission qui demande du temps et qui demande du temps et des compétences spécifiques. Voilà. Donc, il y a les deux possibilités. Ouais, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se tromper sur son partenaire. Effectivement, c'est pas un maître. Pourtant, alors déjà, les maîtres d'œuvre de démolition, des constructions, c'est un métier relativement récent, parce qu'il y a 20 ans, on disait à un démolisseur, tu vas là-bas, tu tapes dedans et puis tu mettras tout dans un trou. Bon, ça a un petit peu évolué. Donc déjà, le maître d'œuvre de démolition, c'est un métier un peu nouveau. Mais il y en a qui font que ça. Mais aujourd'hui, clairement, pour quand on veut faire du réemploi, il faut s'assurer qu'il y a une compétence sur savoir faire un diagnostic PEMD et ressources qu'on peut globaliser, mais il y a ces deux étapes éventuellement, et une AMO, un savoir-faire sur le conseil en économie circulaire, on va dire de manière générale, mais justement sur le réemploi. Bon, et à côté de ça, il y a un maître d'œuvre de démolition des constructions. Donc, soit effectivement, on a 3 acteurs, soit après, on a un acteur qui sait tout faire. Mais je veux dire, voilà, il faut s'assurer au moins de ces 3 compétences, clairement. D'où les surcoûts que tu évoquais tout à l'heure, Olivier. De toute façon, que ça soit intégré dans… Alors, je vais donner un exemple sur Toulouse. Bon, on travaille aussi sur Bordeaux, sur ça. De toute façon, voilà, Domo France le sait. On travaille sur Bassins, ce nom. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait avec Patrimoine, donc une ESA HLM de Toulouse, une opération comme ça, où on leur a fait effectivement toute la partie diag, toute la partie AMO et participation justement à la maîtrise d'œuvre de démolition. C'est sûr qu'une maîtrise d'œuvre de démolition, sans trahir de secret, le pourcentage, il est, on va dire, de 4-5% du montant des travaux en fonction de la grosseur de l'opération. On en a rajouté autant sur tous les compléments, quoi. Merci beaucoup. Alors, on va vite. Nicole, si vous pouvez allumer votre micro, vous avez une question sur les diagnostiqueurs PEMD. Oui, direct. Donc, comme je l'ai écrit, j'aurais voulu avoir l'avis de M. Ponty. Le décret a fixé des obligations de compétences pour le diagnostic PEMD. Et donc, en gros, qui est habilité à faire ces diagnostics? Est-ce qu'il faut des diplômes spécifiques? Ouais. Alors là, je vais vous répondre très simplement, et je ne vais pas forcément me faire des amis, mais j'y vais. Donc, on fait simple. Pour moi et pour nous, là, je parle cadre avec ma casquette FEDEREC, il faut des gens certifiés avec un diplôme. Donc, chez FEDEREC, on a utilisé une AMI, un appel à manifestation d'intérêt de France Compétences, pour déclarer le diagnostiqueur PEMD comme un nouveau métier. Ça a été accepté. Et donc, face à ça, on a déposé une formation certifiante inscrite au RNCP. RNCP,
registre national des certifications professionnelles. Ça veut dire que ces diagnostiqueurs vont être formés, auront un diplôme reconnu d'État. Donc, tout ça, c'est en cours. Les premiers diagnostiqueurs formés vont commencer à partir de novembre, ce qui fait que quand le décret, l'application au 1er janvier apparaîtra, les premiers diagnostiqueurs formés feront. Bon, il y a d'anciens diagnostiqueurs déchets qui sont compétents et qui sauront naturellement évoluer vers le DIAC PEMD. Mais si on veut quelque chose, il y a effectivement une formation qui sera en place avec une certification inscription au RNCP. C'est une formation qui fait 30 jours, hein, donc c'est pas rien. À côté de ça, pourquoi je disais que je ne vais pas me faire des amis? Parce que bien sûr, il y en a certains qui ont vu une opportunité, une aubaine, et donc qui ont créé des formations certifiantes, mais du moment que vous donnez un papier, vous êtes certifié, en 2-3 jours. Alors moi, j'appelle ça des sensibilisations, par exemple, Démoclès en est d'accord de dire que c'est une sensibilisation, et que, par exemple, ce qu'on fait avec Fédérec, c'est une vraie certification. Donc, il faut bien regarder la formation. Honnêtement, quand on voit tout ce qu'il y a à faire, une formation de 3 jours, c'est une sensibilisation. Ce n'est pas autre chose. Et pour le diagnostic ressources? Alors, le diagnostic ressources, là, j'irai plus vers Charlie, parce que, étant donné que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, il n'y a pas de formation. Déjà, pour la formation des diagnostiqueurs PEMD, on va sur quelque chose de neuf. Alors, les ressources, c'est différent. Là, c'est vraiment des preuves. Il faut demander des preuves de diagnostic déjà fait à votre diagnostiqueur. Et quand vous allez voir les fiches qu'il vous donnera et tout, si c'est un document très conséquent, vous pourrez juger de son efficacité. Et Olivier, sur le PEMD, elle est obligatoire, la certif, ou pas? Alors, le mot certification dans le texte y est. Pour ça, on a monté le texte monte le niveau, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des compétences préalables en milieu du bâtiment et tout, mais il n'y a que le mot certification. Et donc, c'est pour ça que je dis que certains organismes opportunistes ont dit on fait une certification en 3 jours. Mais bon, voilà. La vraie certification, si je peux me permettre, avec reconnaissance d'un vrai diplôme, ça va prendre 30 jours. Ouais. Merci beaucoup. Alors, il y a eu pas mal de questions dans le chat qui n'étaient pas directement liées à la déconstruction. Il est déjà 13 h, donc je suis désolée, on ne va pas les prendre. Est-ce que quelqu'un souhaite allumer son micro et poser une question en direct, même s'il ne l'a pas posée dans le chat? Et ça sera la dernière question, il est 13 h. Mais on pourra répondre aux questions par écrit éventuellement. Ouais, super. Merci beaucoup. Alors, David posait la question du coût de la certification. C'est ça, David? Ouais. Ton micro, Olivier, Olivier. Toujours le micro. Olivier, tu peux mettre ton Olivier, micro, s'il te plaît? Pardon. Le total, c'est 8-9 000 euros pris en compte par différents OPCO. Et en fonction du passif de la personne, il peut y avoir voilà, il n'est pas obligé de faire les 30 jours. D'accord? Il y a un module obligatoire global. Et puis, de toute façon, il y a un examen à la fin. Mais si on fait tout, de mémoire, c'est 8-9 000 euros. Merci. D'accord. Une dernière question? Et promis, on essaie de répondre aux questions dans le chat par mail. Il est 13 h. Bon, eh bien, écoutez, pas d'autres questions. Je coupe brutalement ce midi circulaire. David, une autre date, une prochaine thématique. Merci en tout cas à Charlie et Olivier. Donc, la déconstruction, plein de projets à venir. N'hésitez pas à nous en parler. Oui, justement, pour conclure, effectivement, 2 dates en fait, avant la fin de ce format des midi circulaires de la construction. Le 18 novembre, avec un retour d'expérience, je sais que vous aimez beaucoup ça, à Angoulême, avec l'opération du minage. Et le 16 décembre, avec une thématique santé, économie circulaire et santé, avec Suzanne Déhoux. Donc, on garde le cap, ça va être encore très intéressant. N'hésitez pas à en parler autour de vous et on continuera en 2022, mais certainement sous une autre forme. Merci à toutes et à tous et à très vite. Merci à nos 2 intervenants et désolé parce que c'est toujours au pas de charge. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. David, il faut que je te